Chapitre 7: L'homme sauvage. Mais avant de commencer, petite réflexion sur le chapitre d'avant, au sujet de la façon dont Merlin a déplacé les pierres. Bon, en ce moment, je suis sur plusieurs plans à la fois, sur plusieurs bouquins et études, et j'ai oublié de faire ce lien-là entre les nains. D'ailleurs, je dois faire une vidéo sur une histoire de nains, très prochainement. En effet, les nains sont considérés, j'ai dû faire quelques recherches, sont considérés comme les anciens géants qui se seraient transformés en nains pour échapper au supplice des dieux et des humains à la fois, parce que les géants étaient à la fois ennemis des hommes et des dieux. Je vous dis pas le carnage. Et ce qui me fait penser ça, c'est que justement le récit explique que les pierres de Stonehenge euh, viennent d'une montagne d'Irlande où vivaient les géants et que c'était les géants qui s'occupaient de ces pierres et qui les avaient rapatriées d'Afrique. Or, on prête aux nains, pas aux nains qui souffrent de nanisme, pas les gens qui naissent nains. Je parle des nains merveilleux, mais qui a priori existent bel et bien, et c'est pour ça que je vais en parler et que je m'y intéresse, parce que j'en ai vu un. Enfin, je crois que j'en ai vu un seul. Je pense pas en avoir vu d'autres, mais on sait jamais. Et donc on prête aux nains le pouvoir justement de construire et de déconstruire certains ouvrages. Donc soit de déconstruire les ouvrages des hommes qui les ennuient, qui les embêtent, ils peuvent faire ça en une nuit, soit de construire, d'assister l'homme dans la construction de, de bâtiments grandioses ou grands, ou colossaux, dirons-nous. Voilà. Donc je tenais à faire ce lien, parce que même s'il n'en parle pas, voilà. Cela donne un petit peu plus de... Parce que quand j'ai lu la semaine dernière que les nains étaient d'anciens géants, j'y croyais pas trop. Mais là, c'est une anecdote qui pourrait le confirmer. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant que les géants aient dû se transformer en nains. On sait tous que les hommes sont arrogants au possible et ne supportent pas, en bons gros oligarques paternalistes, ne supportant pas que quelqu'un les surpasse, si ce n'est Dieu. Et encore, ont-ils vraiment l'attitude que l'on devrait avoir envers un Dieu que l'on aime? C'est une autre histoire. Euh, si plus de gens craignaient Dieu, qu'il existe ou pas, d'ailleurs, peu importe, il y aurait à mon avis moins d'arrogance dans ce monde. Et donc, le fait que les géants aient dû se transformer en nains, quoique je trouve cela cocasse la semaine dernière, me semble tout à fait probable, que ce soit d'une manière de cohérence littérale ou que ce soit une histoire vraie, peu importe. Voilà. Alors, chapitre 7: L'homme sauvage. En ce temps-là, il y avait un empereur très puissant dans un des pays de l'Est du monde. Quel pays? Chacun l'honorait et le servait de son mieux parce qu'il était d'une grande bonté envers les plus faibles et cherchait à établir la justice autour de lui. Et il avait une femme d'une haute naissance et d'une telle beauté que tous les poètes du pays, qui en étaient secrètement amoureux, la couvraient d'éloges et la magnifiaient de telle sorte qu'elle se croyait au rang des plus célèbres déesses d'autrefois.
Cependant, sa beauté n'était que l'apparence qu'elle se donnait, car en réalité c'était la femme la plus hypocrite et la plus luxurieuse qu'on eût vue sur cette terre. Comme elle était très surveillée par les gens de la cour et que son époux se méfiait d'elle, elle avait recours à des ruses qui trompaient tout le monde. Elle ne pouvait en effet se passer du commerce avec les jeunes gens, dont elle aimait la vigueur et l'impétuosité, et elle avait fait en sorte de garder auprès d'elle 12 adolescents, sains de corps et d'esprit, qu'elle attisait en demoiselles et dont elle avait fait sa compagnie favorite. Bah, à sa place, j'aurais fait ça aussi, hein. Elle possédait un tel talent de grimage et une telle persuasion que personne ne se doutait que ces charmantes jeunes filles qui ne la quittaient jamais étaient en réalité de solides garçons doués d'un grand appétit pour le corps féminin. Elle avait cependant très peur que la barbe ne leur poussât, et elle leur oignait le menton de chaux et d'un onguent qu'elle faisait composer par des sorcières de sa connaissance. Ainsi, leur barbe naissante tombait-elle, et ces jeunes gens passaient aisément pour des jeunes filles rieuses et enjouées, prêtes à satisfaire les moindres caprices de leur maîtresse. Je suis sûre que euh, chaque, euh, chaque, chacun de ces 12 damoiseaux était d'un signe astrologique différent. Alors, ils portaient de longues robes traînantes qui dissimulaient leur virilité, ainsi que des voiles qui masquaient les traits marqués de leur visage, et leurs cheveux étaient soigneusement arrangés à la manière des femmes, de façon que personne ne put un seul instant soupçonner la vérité. Et l'impératrice menait ainsi joyeuse vie sans craindre aucunement d'être accusée de tromper son époux. D'ailleurs, celui-ci ne tarissait pas d'éloges, non seulement sur la beauté de sa femme, mais encore sur le goût très sûr qu'elle avait de s'entourer de demoiselles d'une grande honorabilité et d'une très grande élégance. Or, à cette époque, arriva à la cour de l'empereur une jeune fille qui avait fui son pays d'origine par suite des dissensions qu'elle avait eues avec son père, un grand seigneur, mais elle se présenta sous un habit masculin et prit du service dans les meilleures maisons en qualité d'écuyer. C'est Lady Oscar. Comme elle était droite, grande et dotée d'une élégante musculature, chacun la prenait pour un homme. De plus, ayant accompli de nombreuses prouesses, tant à la guerre que dans les tournois, elle fut bientôt armée chevalier par l'empereur lui-même, en même temps que plusieurs jeunes gens de son âge. Elle se nommait Avenable, mais se faisait appeler Grisandole, et tout le monde la prenait pour un homme. Cela ne facilitait guère sa vie de tous les jours, car toutes les dames et les jeunes filles de la cour étaient plus ou moins amoureuses de ce jeune garçon, dont la mine était si avenante et l'habileté au maniement des armes si surprenante. Mais elle se trouvait fort bien à l'aise dans son rôle et ne pensait aucunement à en changer. J'ai oublié cette histoire. Mais une nuit, que l'empereur dormait tranquillement auprès de son épouse, il eut un rêve étrange qui le poursuivit tout au long de la journée. Il avait vu en effet une grande truie, dont les soies traînaient jusqu'à terre et qui portait un cercle d'or sur la tête. Il lui semblait que son apparence avait quelque chose de familier, sans qu'il eût pu pour autant lui donner un nom. Et, chose très étrange, dans son rêve il avait vu entrer 12 louveteaux qui s'étaient précipités sur la truie et l'avaient saillie l'un après l'autre. Après quoi la truie était partie avec les louveteaux. L'empereur rêva encore qu'il demandait conseil sur le sort qu'on devait réserver à cette truie, et on lui répondit qu'elle devait être jetée au feu avec les 12 louveteaux. L'empereur se réveilla très mal à l'aise, mais il ne savait pas pourquoi. Il n'en dit mot à sa femme, car il était sage et avisé, et ne voulait en aucun cas se confier inconsidérément. En allant au conseil, il rencontra le jeune Grisandol, dont il avait fait son sénéchal, à cause de ses grandes qualités, et il pensa un instant lui demander ce qu'il pensait de son rêve. Mais la beauté du soi-disant jeune homme était telle qu'il en perdait tout contrôle sur lui-même.
Ainsi préféra-t-il se taire, mais il demeura si pensif et si éloigné du reste du monde que ses familiers finirent par s'apercevoir de son trouble. Cependant, personne n'osa lui demander de questions, et il demeura ainsi toute la journée, sans manger, sans boire, et répondant de façon très évasive aux questions que ses conseillers lui posaient. Or, vers le soir, dans la forteresse où résidait l'empereur, on entendit une grande rumeur. Il s'agissait d'un cerf, d'une hauteur merveilleuse et à 3 corps, qui se faisait chasser dans les rues de la ville. Personne ne savait d'où il venait, mais il impressionnait tellement les gens que ceux-ci le poursuivaient en espérant bien mettre la main sur lui, et tout cela en poussant de grands cris et de grandes huées. Le cerf, après avoir parcouru longtemps les rues, se retrouva à la porte du palais où résidait l'empereur. Sans s'occuper des gardes, il franchit la porte et se précipita à l'intérieur, jusqu'à la salle où l'empereur était assis pour le repas, renversant les tables, les vins, les viandes, les pots et toute la vaisselle. Et quand il fut arrivé devant l'empereur, il s'inclina et se mit à parler dans le langage clair des humains, au milieu des convives assemblés. Et voici ce qu'il dit. Empereur, laisse tes pensées qui ne te valent rien de bon, car je t'avertis que tu ne trouveras personne pour t'expliquer le rêve que tu as fait cette nuit, hormis l'homme sauvage que tu devras t'efforcer de découvrir. Et là-dessus, les portes, qui pourtant avaient été solidement fermées, s'ouvrirent brutalement sans que personne n'intervînt. Et le cerf s'enfuit à travers les rues, où il fut de nouveau chassé par les habitants. Mais il leur échappa très rapidement, et sans qu'on pût savoir comment, il sauta par-dessus les remparts et disparut dans la campagne. L'empereur fut bien ébahi de ce qui était arrivé, et il se demandait bien quelle était la signification du message que le cerf lui avait adressé. Il fut également très courroucé quand il apprit que le cerf s'était échappé de la ville et qu'il s'était enfui sans qu'on ne retrouvât trace de lui aux alentours. Il fit crier par toutes les rues que celui qui lui ramènerait le cerf ou l'homme sauvage dont celui-ci avait parlé recevrait la moitié de sa terre et la main de sa fille, à condition toutefois qu'il fût de bonne naissance et qu'il eût prouvé son habileté à tenir le gouvernement d'une province. Aussitôt, les jeunes gens du pays se mirent en quête du cerf et de l'homme sauvage, mais ils avaient beau errer dans les forêts, sur les pâturages et dans les champs cultivés, ils ne virent aucune trace de ceux qu'ils cherchaient, ni aucune indication sur l'endroit où ils pouvaient se trouver. La plupart d'entre eux ne tardèrent pas à revenir à la cour, affirmant haut et clair que l'empereur et eux-mêmes avaient été le jouet d'une illusion diabolique. Seule celle qui se faisait appeler Grisandole poursuivit sa chasse à travers les bois. 8 jours durant, elle erra de hallier en hallier, sans rien découvrir. Alors elle s'allongea pour se reposer au bord d'une fontaine à laquelle elle avait pu étancher sa soif, et elle allait s'endormir quand elle entendit un bruit de galopade dans la forêt et vit peu après surgir un grand cerf roux qui s'arrêta devant elle. Et le cerf lui parla ainsi. Grisandole, c'est la folie que tu chasses ainsi le long des jours et des nuits. C'est en pure perte que tu me poursuis sans savoir qui je suis. Mais je vais t'aider. Je te dirai que tu n'obtiendras jamais ce que tu cherches si tu n'apportes en cet endroit de la viande de porc bien cuite, de la purée au poivre, du lait, du miel et du pain chaud. Mais ce n'est pas tout. Amène avec toi 4 compagnons et un garçon qui fera cuire la viande à petit feu. Puis tu dresseras le repas sur une table et avec tes compagnons, vous vous cacherez. Alors si vous avez de la chance, vous verrez peut-être l'homme sauvage. Et après avoir prononcé ces paroles, le cerf bondit et disparut dans la forêt. Grisandole ne mit pas une seule seconde en doute ce qu'elle venait d'entendre. Malgré sa fatigue, elle sauta sur son cheval et s'en alla chercher ce qu'on lui avait dit. Étant revenue avec ses compagnons et le garçon de cuisine, elle arrangea tout avec grande attention. La viande grilla sous un beau chêne, et le fumet qui se répandit dans toute la forêt attira l'homme sauvage. Mais dès qu'ils le virent, Grisandole et ses compagnons faillirent en perdre le sens tant le spectacle était étrange. En effet, l'homme sauvage avait la tête grosse comme celle d'un veau,
les yeux ronds et saillants, la bouche fendue jusqu'aux oreilles, des lèvres épaisses, toujours entr'ouvertes, qui laissaient passer ses dents. Il avait les pieds retournés et les mains à l'envers, les cheveux noirs et durs, si longs qu'ils tombaient jusqu'à sa ceinture. Il était grand, courbé, velu, et vieux à merveille, vêtu d'une peau de loup. Il faut se souvenir que le nom de l'ermite Blaise constitue un jeu de mots sur le nom du loup en breton et en gallois. Ses oreilles, larges comme des vents, pendaient jusqu'au milieu de ses jambes, et il aurait pu s'en envelopper comme d'un manteau pour éviter de recevoir la pluie un jour d'orage. Bref, il était si laid à regarder qu'on en arrivait à douter que ce fût un être humain. De plus, il avançait en frappant les arbres à grands coups d'une massue qu'il tenait comme un jouet dans sa main, et il menait avec lui, comme un berger son troupeau, une troupe de cerfs, de biches, de daims et d'autres bêtes de couleur rousse. Cette description est classique dans tous les récits gallois, irlandais ou français d'origine celtique. Le détail de la massue ne peut se comprendre que par référence au personnage irlandais du dieu Dagda, dont la massue tue lorsqu'on en frappe par un bout, et ressuscite si on en frappe par l'autre bout. Ce Dagda, représenté sur le célèbre vase gaulois de Gundestrup, semble être effectivement le maître des animaux sauvages, une image pittoresque des forces primitives, mais primordiales de l'être humain originel. J'ajouterai que c'est peut-être aussi une image de Pan, ou de Silène, son complice. Et que la flûte de Pan est transformée pour le coup par une massue. Ainsi donc, ça doit être un des rejetons de Pan. Ce serait plus juste. Ainsi donc, l'homme sauvage, attiré par le fumet de la viande rôtie, s'arrêta devant le feu et commença à se réchauffer en regardant la nourriture avec envie et en bâillant comme s'il n'avait pas mangé depuis longtemps. Quand il vit que la viande était cuite à point, selon son goût, il l'arracha de la broche et la dévora sans reprendre sa respiration. Puis il mangea tranquillement le pain chaud et le miel, et but le lait avant de s'endormir, le ventre plein, devant le feu qui continuait de brûler. C'est alors que Grisandol et ses compagnons sortirent de leur cachette. Avec beaucoup de précaution, et dans le plus grand silence, ils se saisirent de la massue de l'homme sauvage et emprisonnèrent solidement celui-ci grâce à une grosse chaîne de fer. Enfin, ils l'attachèrent sur le dos d'un cheval et prirent le chemin de la cour. Or, quand ils eurent parcouru quelques lieues, l'homme sauvage sembla se réveiller. Il jeta des regards terribles autour de lui, mais ses yeux s'arrêtèrent sur Grisandol. Alors il se mit à rire. Grisandol lui demanda pourquoi il riait. Créature dénaturée, forme muette et méconnaissable, trompeuse en toutes choses, piquante comme un temps venimeux, empoisonneuse comme du venin de serpent. Tais-toi, car je ne te dirai rien avant que nous soyons en présence de l'empereur. Un peu plus loin se dressaient les bâtiments d'une abbaye nouvellement construite dans une clairière de la forêt. Moi, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, hein, parce que bon, cacher son intimité, pour moi, c'est voilà. Bah, il y a de quoi peut-être en rire, mais quand, quand notre vie dépend de notre aspect, parfois il faut faire des efforts. Moi, j'estime que ma vie n'est pas en danger, donc je ne fais pas d'efforts. Mais s'il fallait le faire, je le ferais. Alors, euh, un peu plus loin se dressaient les bâtiments d'une abbaye nouvellement construite dans une clairière de la forêt, et au bord du chemin se tenait une foule de gens qui demandaient l'aumône. Quand il les vit, l'homme sauvage se mit à rire. Mais quand Grisandol lui demanda encore une fois pourquoi il riait, il lui cria méchamment. Image fausse, décevante créature, piquante comme un poisson, par lequel les hommes sont affolés ou tués, rasoir plus affilé et tranchant que le plus coupant des poignards, fontaine bouillonnante que rien ne peut épuiser, tais-toi, je ne dirai rien jusqu'au moment où nous serons devant l'empereur.
Ils arrivèrent à la cour de l'empereur. Quand il les reçut, il se préoccupa immédiatement des moyens qu'on avait mis en œuvre pour garder le plus sûrement possible son prisonnier. Mais l'homme sauvage lui dit « Il est inutile de m'enchaîner, car je jure que je ne m'en irai pas avant d'avoir révélé toute la vérité sur le songe que tu as eu. Fais-moi délivrer de ces chaînes et convoque tous les membres de ton conseil. C'est devant eux que je dois tout expliquer. » L'empereur fit débarrasser l'homme sauvage de ses chaînes, et une fois les conseillers assemblés, il le fit asseoir à son côté. Mais celui-ci fit savoir qu'il ne révélerait rien sans la présence de l'impératrice et de ses 12 suivantes. L'empereur les convoqua, et elles vinrent immédiatement. Quand il les vit arriver, l'homme sauvage se mit à rire, puis, se tournant vers Grisandol, il recommença à rire de plus belle, comme si rien ne pouvait arrêter son hilarité. Tu m'étonnes. À la fin, l'empereur lui demanda s'il n'était pas fou. « Seigneur, répondit l'homme sauvage, jure-moi d'abord devant tous ceux qui sont ici qu'il ne me sera fait aucun mal, quoi que je puisse dire, et que je serai libre de tous mes mouvements dès que j'aurai parlé, et je te promets de tout te révéler. » L'empereur jura solennellement et ajouta « Qu'il en soit ainsi, comme tu le désires. Maintenant, dévoile-moi la signification de mon rêve. » « Ce n'est pas difficile, dit l'homme sauvage. La truie que tu as vue, c'est ta femme. Quant aux 12 louveteaux, ce sont ces 12 suivantes. Mais, si tu m'en crois, fais-les se dévêtir devant tout le monde. On verra bien si elles sont bâties pour la servir avec dévotion. » L'empereur ébahi ordonna qu'on déshabillât les suivantes, et chacun put se rendre compte qu'il s'agissait de 12 jeunes gens à qui rien ne manquait. L'empereur fut si irrité en voyant cela qu'il demeura un long moment à méditer. Puis il se tourna vers ses conseillers et leur demanda quelle justice il fallait mettre en œuvre. Ils délibérèrent un instant entre eux et jugèrent que la femme devait être brûlée pour adultère et paillardise, et les jeunes débauchés pendus pour crime de lèse-majesté, et le jugement fut exécuté sur le champ. Cependant, l'empereur, très étonné par la science de l'homme sauvage, autant que par son rude aspect, lui demanda « Peux-tu me dire pourquoi tu as ri en regardant mon sénéchal quand tu as passé devant l'abbaye ce matin et quand la reine est entrée ici ?» L'homme sauvage répondit « Seigneur, j'ai ri la première fois parce que c'était une femme qui m'avait pris par sa puissance et son adresse, alors que nul homme n'y avait réussi jusqu'à présent. Car ce chevalier, Seigneur empereur, est la plus belle et la meilleure femme qui se puisse trouver dans tout ton pays. La seconde fois, j'ai ri devant l'abbaye parce qu'un trésor était enfoui sous les pieds de ceux qui demandaient l'aumône. La troisième fois, j'ai ri par dépit, car l'impératrice avait le meilleur homme de tout le pays, mais se donnait à 12 ribots. N'en tient tout de même pas rigueur aux autres femmes, car c'est une chose commune aux femmes qui ont un bon mari de penser qu'elles en ont le pire. Voilà pourquoi j'ai ri. À présent, Seigneur empereur, que je t'ai révélé ce que tu voulais savoir, permets que je me retire. Je voudrais encore te demander une chose, dit l'empereur. Comment vais-je tenir mon serment, puisque j'ai promis ma fille en mariage, à qui s'emparerait de toi, et que ce chevalier est une femme? L'homme sauvage se mit à rire. Ce n'est pas difficile, épouse-la. Tu n'auras jamais femme plus belle et plus sage. Et sur ces mots, l'homme sauvage prit congé sans que personne ne s'aperçût de son départ. Mais sur le haut de la porte du palais apparut cette inscription en caractères hébreux. Que tous ceux qui liront ces lettres sachent que le grand cerf branchu, qui fut chassé dans la ville, et l'homme sauvage amené par une jeune fille qu'on croyait un homme, n'était autre que Merlin, le premier conseiller du roi de Bretagne. D'après le Merlin attribué à Gauthier Mappe, l'épisode de Grisandol Avenable est en fait un conte populaire très répandu et intégré dans la légende arthurienne. Cependant, Uther Pendragon s'inquiétait de n'avoir pas de nouvelles de Merlin. Mais attends, avant la suite, quand même, j'aimerais bien savoir de quel empereur il s'agit. Qui comme empereur? Je ne sais pas quel empereur c'est peut-être. Bon, en même temps, il y a une lettre hébraïque, mais bon, à l'époque, il y avait des kabbalistes partout, donc je me demande qui ce peut être comme empereur.
Ça me fait penser... Ouais, c'était peut-être un empereur mérovingien. Il y a eu des histoires un peu comme ça chez les mérovingiens, des femmes bizarres. Il y a eu des femmes bizarres. Parce qu'à l'époque, les mérovingiens, ils avaient des lois très souples envers les femmes. Et bon, mis à part la trahison, mais la trahison, c'était pas qu'envers les femmes, c'était aussi envers les hommes. On punissait de même manière les hommes et les femmes. Et, mais les reines avaient plus de pouvoir chez les mérovingiens euh, que chez les carolingiens, en fait. Enfin, plus de pouvoir. Plus. C'est pas une question de pouvoir, mais. Elles étaient moins emmerdées, on va dire. Bref, ce sera intéressant de réfléchir sur cet empereur. Qui est-il? Donc ça doit se passer aux environs de 500, un truc comme ça. 500 et quelques, ou peut-être un peu avant 500. Alors, cependant, Uther-Pendragon s'inquiétait de n'avoir pas de nouvelles de Merlin. Il l'avait fait chercher à travers la forêt de Kélidon sans aucun succès. Personne n'avait vu Merlin depuis de longs mois, et Uther, qui se trouvait confronté à de nombreuses révoltes de la part de certains de ses vassaux, aurait eu bien besoin des conseils du devin. Mais les hommes de confiance qu'il avait envoyés un peu partout revenaient l'un après l'autre sans pouvoir révéler autre chose que le récit de leurs aventures. Un jour, l'un d'eux, qui avait nom Kynon, fils de Clydno, raconta comme pourtant une étrange histoire devant le roi de ses principaux conseillers. Voici ce que Kynon narra à ses compagnons. Quand je suis parti à la recherche de Merlin, et après avoir fait mes préparatifs, j'ai voulu aller plus loin que les limites de ce pays. J'ai donc traversé la mer et j'ai abordé dans cette région qu'on appelle encore parfois l'Armorique, mais qui est la Petite Bretagne. J'errais dans une grande forêt qui recouvre presque toute la péninsule, une forêt dense et touffue, riche en gibier de toutes sortes, avec des vallées bien arrosées et des collines où soufflent abondamment les vents venus des quatre coins de l'horizon. Je traversais des landes et des déserts, je me plongeais dans la profondeur des bois, mais je ne rencontrais que des forestiers ou des pasteurs qui menaient leurs troupeaux. Il n'y avait ni village ni forteresse, mais des cabanes isolées où vivaient de pauvres gens qui avaient beaucoup de mal à trouver leur nourriture. Je me croyais vraiment aux extrémités du monde. À la fin, je m'engageai dans un vallon, le plus beau du monde, couvert d'arbres très verts et de taille bien égale, et qui était traversé dans toute sa longueur par une rivière aux eaux rapides et bruyantes. Un chemin longeait la rivière. Je l'eus suivi tranquillement jusqu'au milieu du jour, et, passant de l'autre côté de l'eau, je poursuivis ma route jusqu'à la 9e heure. Je me trouvais alors dans une vaste plaine, à l'extrémité de laquelle se dressait une forteresse étincelante, dont la base était baignée par les flots. C'est vers elle que je me dirigeai. Lorsque je parvins à la porte, deux jeunes gens aux cheveux blonds, frisés, se présentèrent à ma vue. Ils portaient chacun un diadème d'or, et leurs vêtements, très amples, étaient d'une remarquable étoffe bordée d'or. Ils portaient des arcs d'ivoire, dont les cordes étaient des nerfs de cerf. Il a bon œil. Leurs flèches, dont les hampes étaient en os de baleine, avaient des bardes de plumes de paon. La tête des hampes était en or. La lame de leur couteau était également en or et le manche en os de baleine. Ils étaient en train de s'exercer à lancer leur couteau sur le tronc d'un gros arbre qui se trouvait devant l'entrée de la forteresse. À peu de distance de ces jeunes gens, j'aperçus un homme aux cheveux blonds frisés, dans toute sa force, la barbe fraîchement rasée, l'air noble et fier. Il était vêtu d'une longue robe et d'un manteau d'étoffe brodé d'or. Il avait aux pieds des souliers élégants faits de cuir et de la meilleure qualité, fermés chacun par un bouton d'or. Dès que je l'aperçus, je m'approchai de lui dans l'intention de le saluer,
mais c'était un homme d'une telle courtoisie que fut lui qui se leva pour me saluer, et il m'invita aimablement à le suivre dans la forteresse. À l'intérieur, je vis qu'il n'y avait d'autres habitants que ceux qui se trouvaient dans la grande salle. Là se tenaient 24 jeunes filles en train de coudre de la soie auprès de la fenêtre, et je ne crois pas me tromper en disant que la plus laide d'entre elles était la plus belle de toutes les jeunes filles que j'ai pu voir jusqu'à présent dans toute l'île de Bretagne. À mon arrivée, elles se levèrent et me saluèrent. 6 d'entre elles prirent mon cheval et se chargèrent de mes armes pour aller les laver dans un bassin dont la blancheur était éclatante. Un autre groupe mit des nappes sur les tables, et 6 autres me débarrassèrent de mes vêtements de voyage, m'en donnant d'autres, confortables et richement ornés. On étendit sur le sol de nombreux coussins recouverts de fines toiles rouges, et tout le monde s'assit. On apporta alors des aiguillères d'argent pour nous laver et des serviettes de fine toile, les unes vertes, les autres blanches. Lorsque nous fûmes lavés, l'homme aux cheveux blonds, frisés, qui m'avait accueilli, se mit à table à côté de moi, et toutes les jeunes filles se groupèrent de l'autre côté, à l'exception de celle qui assurait le service. La table était d'argent, et les linges de la table de la toile la plus fine qu'on eût jamais vue. Quant au vase dont on nous servait la boisson, il n'y en avait pas un qui ne fût en or, en argent ou en corne de bœuf sauvage. On nous apporta notre nourriture. Je crois bien que je n'ai jamais mangé meilleur mets que ce soir-là, ni mieux préparé, et que je n'ai bu de breuvage plus suave et plus parfumé. Nous arrivâmes à la moitié du repas sans que l'homme ou les jeunes filles n'eussent dit un seul mot. Je commençais à penser qu'ils étaient muets, ou bien qu'un enchantement leur interdisait de parler. Mais lorsqu'il semblait à mon hôte que je commençais à être rassasié, il me demanda qui j'étais et quel était le but de mon voyage. Je lui répondis bien volontiers, et j'ajoutai que j'étais fort heureux de trouver quelqu'un avec qui parler, car, à mon avis, le seul défaut que je remarquais dans sa cour, c'était qu'ils fussent tous aussi mauvais parleurs. Il se mit à sourire et dit : « Seigneur, nous aurions parlé volontiers avec toi depuis longtemps, sans la crainte que nous avions de te troubler dans ton repas, mais nous allons le faire maintenant. » Je lui révélai donc qui j'étais et ce que je venais chercher dans ces régions. J'ajoutai aussi que je ne craignais pas d'affronter les dangers, quels qu'ils fussent, pour parvenir au but que je m'étais fixé, même si ces dangers étaient d'ordre surnaturel, car je savais que Dieu me protégeait des entreprises de l'ennemi. Mon hôte me regarda et se remit à sourire. Si je ne croyais, dit-il, qu'il dût t'en coûter beaucoup de mal, je t'indiquerai bien un chemin qui mène sûrement vers ce que tu cherches, mais j'ai trop d'estime envers toi pour te le confier. Je fus fort chagriné par ces paroles, et mon hôte ne fut pas long à s'en apercevoir. Il me dit : « Je vois ta déception sur ton visage. Puisque tu aimes mieux que je t'indique une chose désavantageuse pour toi plutôt qu'avantageuse, je me résoudrai à le faire. Couche ici cette nuit, lève-toi demain matin, de très bonne heure, et poursuis le chemin par lequel tu es arrivé dans cette vallée. Tu parviendras à un bois très touffu, et avant ce bois, tu remarqueras un chemin bifurquant à droite. Suis-le jusqu'à une grande clairière unie, au milieu de laquelle se trouve un tertre. Il est probable que tu puisses trouver là ce que tu cherches avec autant d'acharnement. » Je remerciai mon hôte chaleureusement, et quand le repas fut terminé, on me conduisit à une chambre confortable en me souhaitant un agréable sommeil. Mais la nuit me parut fort longue, tant j'étais impatient de poursuivre mon chemin. Aux premières lueurs de l'aube, je me levai et m'habillai. Tous les gens de la forteresse étaient déjà debout et m'accompagnèrent dans la cour. Je remarquai alors qu'au milieu de cette cour, je ne l'avais pas vu la veille au soir, il y avait un disque qui paraissait tout en cuivre, pendu à l'une des branches du gros arbre contre lequel s'étaient exercés les jeunes gens en y lançant leurs couteaux. Mon hôte se dirigea vers l'arbre et, à l'aide d'un petit marteau de bronze, frappa 3 fois le disque de cuivre. Le bruit se répercuta longuement dans la vallée. On m'amena mon cheval tout sellé, on me rendit mes armes, et on me souhaita de trouver ce que je cherchais. Je leur répondis en les saluant et en les remerciant de leur accueil, et je me hâtai dans la direction que mon hôte m'avait indiquée. Je découvris le chemin qui bifurquait à droite,
et j'y étais à peine engagée que je rencontrai, dans une vaste clairière nue, des taureaux sauvages, des ours, des léopards, qui combattaient entre eux et faisaient un bruit si terrible que je m'arrêtai, prêt à m'enfuir, si ces bêtes farouches se jetaient sur moi. Au milieu de la clairière s'élevait un tertre de pierre bleue, et sur ce tertre se tenait un homme étrange, le visage très sombre, laid et hideux, plus qu'il n'est possible de l'imaginer. Il avait les cheveux touffus, les oreilles larges, le front dégarni, les sourcils abondants, des dents de sanglier aiguës et jaunâtres, un menton proéminent, une barbe hirsute et de toutes les couleurs. Il tenait à la main une massue qui me parut être en fer, tellement elle était massive et terrible, et tantôt il s'appuyait dessus, tantôt la faisait tourner autour de son poignet monstrueux. Je m'approchai de lui sans vouloir paraître impressionné, et je le saluai aimablement. Il me répondit d'une façon bourrue, comme s'il était dérangé par mon intrusion, mais j'étais fort intriguée. Je lui demandai qui il était et pourquoi il semblait garder les animaux sauvages qui se battaient dans la clairière. Quel pouvoir as-tu donc sur ces animaux, lui dis-je. Je vais te le montrer, petit homme, me répondit-il. Il prit un bâton qui était posé près de lui et en déchargea un bon coup sur le dos d'un cerf. Celui-ci fit entendre un grand bramement, et aussitôt à sa voix accoururent des animaux, et en aussi grand nombre qu'il y a d'étoiles dans le ciel, au point que j'eus peine à me tenir debout au milieu d'eux dans la clairière. Je remarquai d'ailleurs qu'il y avait également des serpents, des vipères et toutes sortes d'animaux rampants. L'homme sauvage jeta un regard flamboyant sur ces animaux et leur ordonna d'une voix terrible d'aller paître. Immédiatement, tous les animaux baissèrent la tête et lui témoignèrent le même respect que des hommes soumis à leur seigneur. « Vois-tu, petit homme, dit l'homme sauvage, le pouvoir que je possède sur ces animaux. Il fit encore un geste en élevant sa massue au-dessus de sa tête, et les animaux se dispersèrent sans bruit à travers les bois. « Mais que cherches-tu ici » me demanda brusquement l'homme sauvage. Hop. Changement de position. Ce n'est sûrement pas pour me voir garder mes bêtes que tu es venu jusqu'à ces régions du haut monde. Je lui répondis, certes non. Je parcours cette terre à la recherche de Merlin, le plus sage et le plus habile de tous les hommes. L'homme sauvage eut un rire grossier. Ce n'est certainement pas ici que tu trouveras un jeune homme sage et habile. Je n'ai jamais entendu dire quoi que ce soit de celui que tu appelles Merlin, et parmi tous ceux que je connais, aucun ne serait capable de t'en parler. Mais je vais te donner un conseil. Si tu suis ce chemin que tu vois à l'extrémité de la clairière et que tu marches dans la direction de cette colline rocheuse, là-bas, tu pourras jeter ton regard sur le pays environnant. Et si tu ne vois rien qui t'intéresse, va dans la vallée qui est au pied de cette colline. Au milieu, tu verras un grand arbre. L'extrémité de ses branches est plus verte que le plus vert des sapins. Et sous l'arbre est une fontaine dont l'eau bout, bien qu'elle soit plus froide que le marbre. Sur le dessus de la fontaine, tu verras une grande dalle de pierre, et sur la dalle, un bassin d'argent qui est attaché avec une chaîne d'argent de façon qu'on ne puisse les séparer. Il s'agit bien entendu de la célèbre fontaine de Barenton, localisée dans la forêt de Pimpon-Brocéliande, en Bretagne armoricaine, à la limite des départements du Morbihan et de l'Ille-et-Vilaine. Prends le bassin, remplis l'eau de la fontaine et répands-la sur la dalle de pierre. Je ne t'en dis pas plus, mais si tu m'en croyais, tu n'irais pas plus loin et tu retournerais chez toi, car il ne peut rien t'arriver de bon dans cette aventure. Néanmoins, je pris congé de l'homme sauvage et j'allai dans la direction qu'il m'avait montrée. Je mis très longtemps à parvenir à la colline, et une fois sur le sommet, j'examinai le pays aux alentours. Mais je n'y vis rien d'autre que des arbres. Seule une vallée s'ouvrait dans le flanc de la colline, et je descendis de ce côté. On en était presque à la moitié du jour lorsque j'aperçus ce dont m'avait parlé l'homme sauvage, l'arbre et la fontaine.
De l'arbre, je peux dire que c'était le plus beau et le plus verdoyant des pins que j'avais pu voir jusqu'alors. Je ne crois pas qu'il eût laissé passer une seule goutte de la plus forte pluie, tant son feuillage était dru et vigoureux. Je vis aussi la dalle de pierre et le bassin d'argent attaché à une chaîne d'argent. Et au-dessous, il y avait la fontaine dont l'eau bouillonnait comme de l'eau chaude. Je savais pourtant qu'elle était plus froide que le marbre. Alors, me souvenant des paroles de l'homme sauvage, et ne craignant pas les désagréments dont il semblait m'avoir averti, je pris le bassin, puisai de l'eau dans la fontaine et la répandis sur la dalle de pierre. J'étais curieux de voir ce qui allait se produire, et je dois dire que cela fut très inattendu. C'était un très beau jour d'été, le soleil brillait de toute sa splendeur, et le ciel était plus pur et plus beau que la plus bleue des mers. Mais à peine avais-je fini de répandre l'eau sur la dalle, que le ciel se couvrit brusquement de nuages noirs et que le tonnerre se fit entendre. Et après le bruit, ce fut la pluie, une pluie de tempête, avec des rafales de vent comme je n'en avais jamais encore vu. Le temps devint si affreux, et la foudre tombait avec tant de violence, que je pensais 100 fois être tué dans cette tourmente. En plus de la pluie, il y avait de la grêle, et pas un grelon n'était arrêté par les branches, par la peau ou par la chair. Cela pénétrait jusqu'aux os, et j'en étais tout meurtri. Je ne trouvais aucun abri, même sous le pin, que je croyais capable de protéger de toute pluie. Je m'étais replié sur moi-même de façon à en avoir le moins de mal possible, mais rien n'y faisait. À la fin, je compris que la tempête s'apaisait, et je levai la tête. Il n'y avait plus une feuille aux arbres, et tout paraissait désolé autour de la fontaine. Et, aussi vite que la tempête s'était déchaînée, elle se calma, et le ciel redevint aussi pur et aussi bleu qu'il l'était quelques instants plus tôt. Les vents avaient cessé de souffler, et le soleil se remit à chauffer, ce qui n'était pas négligeable, car j'étais tout trempé et je grelottais de froid. Mais le prodige n'était pas terminé. Dès que la tempête eut cessé, je vis des multitudes d'oiseaux parcourir le ciel et se poser sur l'arbre qui dominait la fontaine. Ils étaient si nombreux sur cet arbre qu'on ne pouvait même plus en voir les branches, et l'arbre en paraissait d'autant plus beau. Quant aux oiseaux ainsi rassemblés, ils se mirent à chanter, et leur chant était si mélodieux que je ne pense pas avoir entendu quelque chose de plus mélodieux. Chacun des oiseaux suivait en effet sa propre partie, et l'ensemble était si parfait qu'on pouvait se demander si ce n'était pas une musique céleste. J'étais plongé dans le ravissement, et je ne pouvais m'empêcher d'oublier le froid et l'humidité, ne pensant plus qu'à la douce lumière du soleil qui me redonnait vie, qui asséchait mes vêtements trempés et qui me lavait de toutes mes fatigues. Celui qui n'a pas entendu un tel chant ne saura jamais le bonheur qu'on peut ressentir à écouter les harmonies venues du ciel. Au moment où je prenais le plus de plaisir à écouter les oiseaux, des plaintes et des cris montèrent le long de la vallée, à travers les arbres, et une voix qui paraissait surgir de nulle part parvint jusqu'à moi. « Homme imprudent, que me veux-tu? Que mal t'ai-je infligé pour que tu me fisses à moi et à mes sujets le tort que tu as provoqué? Ne sais-tu pas que la tempête n'a laissé en vie dans ces parages ni créature humaine, ni créature animale surprise au dehors? Même les feuilles des arbres ont été balayées par le vent et la pluie, et cette terre est devenue stérile par ta faute. » C'est alors que se présenta devant moi, sur un cheval tout noir, un cavalier long et maigre, qui était revêtu d'un grand manteau également noir. En chevauchant, il faisait un tel bruit que j'eus l'impression qu'une nombreuse troupe l'accompagnait. Mais je vis qu'il était seul, et que c'était le choc de ses armes qui provoquait un tel vacarme dans la forêt. Il se présenta devant moi et me défia, la lance relevée. Je n'eus que le temps de sauter sur mon cheval et de répondre à sa provocation. Le choc fut rude, et j'eus beau tenter de me défendre, je fus bientôt culbuté. Le cavalier noir passa alors le fût de sa lance à travers les rênes de mon cheval et s'en alla, me laissant bien penaud et sans monture.
Il ne me fit même pas l'honneur de m'emmener en tant que prisonnier, il ne me dépouilla pas de mes armes non plus, il se contenta de m'abandonner dans cette forêt. Ainsi parla Chinon, fils de Clydno, l'un de ceux qu'Uther Pendragon avait envoyés dans tout le royaume pour tenter d'avoir des nouvelles de Merlin. Uther avait écouté avec attention le récit qu'avait fait Chinon. Il lui dit « Je te remercie, ami, de ta loyauté. Non seulement tu as subi maintes mésaventures en obéissant fidèlement aux ordres que je t'avais donnés, mais tu nous les racontes avec une franchise qui t'honore et te rend digne de mon amitié. Mais puis-je te dire, Chinon, que tu es passé bien près de Merlin sans le voir ni le reconnaître, car enfin, il est évident que cet homme sauvage qui gardait les bêtes féroces dans la clairière n'était autre que celui que je t'avais envoyé chercher. Il ne voulait pas qu'on pût le reconnaître, et il a modifié son aspect pour te mettre à l'épreuve. Il t'a même envoyé à la fontaine magique qui fait pleuvoir pour savoir si tu étais capable de dénouer les enchantements qu'il suscite dans la forêt. Merlin m'est souvent apparu comme un homme sauvage, frustre et grossier, mais c'est pour mieux tromper son monde et sonder les intentions de ceux qui viennent s'adresser à lui. Chinon, fils de Clydno, faisait piteuse mine, mais personne dans l'assemblée n'osait se moquer de lui, car chacun était persuadé, au fond de lui-même, que, placé dans les mêmes circonstances, il aurait agi de même et n'eût point reconnu Merlin dans ce gardien des bêtes sauvages. Et qu'as-tu fait ensuite demanda Uther Pendragon à Chinon. Chinon. Kainon. Seigneur roi, répondit Kainon, je ne pouvais plus rien pour ton service. Privé de mon cheval, que le cavalier noir avait emmené triomphalement, je repris le chemin en sens inverse, mais à pied cette fois. Je retrouvai le gardien des bêtes sauvages dans la clairière, mais je n'avais nulle envie de lui parler, car il m'aurait couvert de railleries. Ne m'avait-il pas prévenu qu'il ne m'arriverait rien de bon en allant jusqu'à la fontaine? Je repris mon chemin vers la forteresse où j'avais passé la nuit. Mes hôtes se montrèrent encore plus aimables et courtois que la veille. On me fit faire bonne chère, et je pus parler à mon gré avec les hommes et les jeunes filles. Mais personne ne me demanda ce qui s'était passé durant la journée. Personne ne fit la moindre allusion à l'homme sauvage ou à la fontaine qui fait pleuvoir. D'ailleurs, je n'avais nulle envie d'en parler moi-même. Je passai la nuit dans la forteresse et, le lendemain matin, lorsque je descendais dans la cour, je m'aperçus que toute la forteresse était vide. Il n'y avait plus personne, et tout paraissait désert et abandonné, comme si mes hôtes de la veille n'avaient jamais existé que dans un rêve. Par contre, je trouvai un cheval attaché au gros arbre de la cour, un palefroid brun foncé, à la crinière toute rouge, aussi rouge que la pourpre et complètement équipé. C'est ainsi que j'ai pu revenir rapidement te rendre compte de ma mission, roi Uther. Tu pourras voir ce cheval, il se trouve actuellement dans ta propre écurie. Uther Pendragon réfléchit un instant, puis il dit à Kainon. N'aie aucune amertume de ce qui t'est arrivé, Kainon, car j'en ai subi autant de la part de Merlin. Sache que tout ce que tu as vécu n'était qu'illusion, et que Merlin, qui sait parfaitement que j'ai besoin de lui, m'envoie cet avertissement pour me signifier que les temps ne sont pas encore venus pour qu'il vienne vers moi. Ainsi parla Uther Pendragon, roi de Bretagne, et tous ceux qui l'entendirent comprirent que c'est sur eux que reposait le sort du royaume. Synthèse du récit gallois Owen et la Dame de la Fontaine, traduit par Joseph Lotte dans Les Mabinogions, et du roman Yvain ou le Chevalier au Lion de Chrétien de Troyes. Voilà.